Fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Diaspora. Comme vous êtes en train de voir, je suis bel et bien à Genève. Genève, derrière moi, vous voyez, c'est l'hôtel de la Paix. Comme vous le savez, depuis plus de 2 siècles, la neutralité est au cœur de l'identité suisse. Elle a permis à la Suisse de devenir un acteur incontournable de la diplomatie internationale, faisant de Genève la capitale mondiale du dialogue, siège européen des Nations Unies et de nombreuses organisations internationales. Mais aujourd'hui, face aux crises géopolitiques et aux évolutions de la politique étrangère suisse, certains s'interrogent, est-ce que la Suisse est-elle en train de perdre son image de pays neutre? C'est la question que nous allons explorer dans cette conférence de presse organisée par la COGIN. COGIN, je peux dire, c'est une organisation qui a vu le jour. Je peux dire, le lancement, c'est aujourd'hui même que vous êtes en train de nous suivre. Donc, où il y a une organisation qui a vu le jour appelée COGIN. Donc, la conférence de presse est organisée ici, à l'hôtel de la Paix, où nous allons faire notre entrée, mais on a voulu quand même faire cette annonce dehors pour que vous puissiez voir que nous sommes bel et bien à Genève, donc à l'hôtel de la Paix. Donc, nous allons entrer à l'intérieur et on va vous laisser suivre cette conférence de presse comme si vous étiez ensemble avec nous ici en Suisse et on se retrouve par la suite. Signaler avant de commencer que nous avons été victimes de notre succès. Il y avait quelques dossiers de presse sur une table, il n'y en a plus. Par contre, je les tiens volontiers à votre disposition au format numérique. Il suffit juste de venir me donner votre adresse email et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà. Alors, vous êtes venu assister à cette conférence de presse et je vous remercie. Donc avant de donner la parole au président du comité, je trouvais important de poser un cadre concernant la date. Pourquoi réunir les médias un 14 juillet ? Le choix du 14 juillet pour annoncer la constitution d'un comité en faveur de la neutralité suisse peut étonner, je le comprends. Cette date associée dans l'imaginaire collectif à l'histoire française traverse aussi l'histoire suisse par plusieurs épisodes qui éclairent, chacun à leur manière, la fragilité, la valeur et l'actualité de notre neutralité. Le 14 juillet 1823, la Diète fédérale adopte le Conclusium sur la presse et les étrangers. Quelques mois plus tôt, le chancelier autrichien Metternich avait menacé de ne plus reconnaître la neutralité de la Confédération si celle-ci ne répondait pas aux exigences de la Sainte Alliance. La neutralité suisse apparaissait alors déjà pour ce qu'elle est, lorsqu'elle dérange non pas un acquis définitivement protégé, mais un principe soumis aux pressions des puissances étrangères. Cette affaire touchait aussi à la liberté de la presse, à l'accueil des étrangers et aux réfugiés politiques, autant de domaines dans lesquels la Suisse a souvent dû arbitrer entre fidélité à ses principes et contraintes diplomatiques. Les journalistes savent mieux que quiconque que la liberté de la presse n'est jamais totalement acquise. Le 14 juillet 1823 rappelle que même en Suisse, des pressions internationales ont conduit les autorités à restreindre cette liberté. Autrement dit, une pression extérieure sur la politique étrangère produit des effets sur les libertés intérieures. La neutralité a des enjeux insoupçonnés, comme notre capacité à décider nous-mêmes de nos règles. Le 14 juillet 1875 meurt à Genève le général Guillaume-Henri Dufour, figure majeure de la Suisse moderne. Dufour reste associé à la pacification de la guerre de Sonderbund, à la cohésion confédérale et à la naissance de l'action humanitaire internationale. Il participa activement à la création de la Croix-Rouge, présida le comité international de 1863 à 1864 et contribua à l'organisation de la première conférence internationale de Genève, c'était en août 1864, qui donna naissance à la première convention de Genève. Le 14 juillet 1951, au Palais des Nations, à Genève, se tient une séance de la conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides dans l'Europe de l'après-guerre. Genève devient alors l'un des lieux où se construit un droit international destiné à protéger les personnes déracinées par les conflits, les persécutions et les bouleversements politiques. Là encore, la neutralité suisse trouve un prolongement concret, offrir un terrain de discussion, de négociation et de droit dans un monde encore marqué par les ruines de la guerre. Le 14 juillet 1987, toujours au Palais des Nations, se tient une séance plénière de la conférence du désarmement. Créée en 1979, cette instance multilatérale traite notamment du désarmement nucléaire, de la prévention de la guerre nucléaire et de la limitation de la course aux armements. Genève y apparaît encore dans son rôle le plus exigeant, celui d'un lieu où les États, même opposés, peuvent se parler. La neutralité suisse ne garantit pas la paix à elle seule, mais elle contribue à rendre possible les espaces où la paix se discute. Enfin, le 14 juillet 2022, le Conseil fédéral publie un communiqué sur le sondage complémentaire Sécurité 2022. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, il constate que la neutralité suisse est perçue de manière plus critique par une partie de la population,
tandis que les coopérations avec l'OTAN ou l'Union européenne en matière de politique de sécurité gagnent en popularité. Ce constat marque un tournant. La neutralité, longtemps considérée comme une évidence partagée, redevient un objet de débat, de tension et de clarification. Ces 5 jalons rappellent que lorsque l'ordre international se tend, la neutralité suisse est interrogée, menacée, mais aussi appelée à jouer un rôle politique, diplomatique et humanitaire qui doit être défendu. C'est dans cet esprit que nous avons choisi cette date pour annoncer la constitution d'un comité en faveur de la neutralité suisse à Genève, ville du droit humanitaire et du dialogue international qui doit redevenir un espace crédible au service de la paix. Alors maintenant, pour nous expliquer comment est né le comité pour la Genève internationale et sa neutralité, je donne la parole au docteur Samuel Sommaruga qui l'a créé. Merci Elena. Mesdames, messieurs, chers représentants de la presse, chers amis, merci d'être présents aujourd'hui. Nous nous réunissons dans un moment grave. Depuis plusieurs années, la guerre est revenue sur le sol européen. À nos portes, le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont traversés par des conflits d'une intensité dramatique. Les tensions internationales augmentent, les économies souffrent, les armées réclament davantage de moyens. Et trop souvent, la diplomatie semble impuissante face à la logique de confrontation. Dans ce contexte, une question simple se pose à notre pays. Quel rôle la Suisse doit-elle jouer dans le monde ? Doit-elle devenir un acteur parmi d'autres dans la logique des blocs, des sanctions, des rapports de force et de l'alignement ? Ou doit-elle préserver ce qui fait sa singularité historique, sa capacité à parler à tous, à accueillir tous les camps, à rester disponible pour le dialogue, la médiation et la paix? Notre réponse est claire. La Suisse doit rester neutre. Elle doit l'être de manière crédible, cohérente et compréhensible. C'est pour cette raison que nous avons créé le Comité pour la Genève internationale et la neutralité, le COGIN. Nous sommes un comité de citoyens genevois, créé en 2026, venus de différents milieux sociaux, professionnels et politiques. Nous ne venons pas tous du même bord, nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités, et c'est précisément ce qui donne du poids à notre démarche. Nous ne sommes pas ici réunis pour défendre un parti, nous ne sommes pas réunis ici pour ajouter une polémique à une époque qui en comporte déjà suffisamment. Nous sommes réunis pour défendre une idée plus grande que nos appartenances. La neutralité suisse et la vocation internationale de Genève. Je m'exprime aussi aujourd'hui avec mon propre parcours. Comme médecin, je sais que lorsque les tensions montent, lorsque les blessures s'accumulent, il faut parfois être capable de rester au chevet de tous. Un médecin ne soigne pas seulement ceux avec qui il est d'accord. Il soigne parce qu'il reconnaît une humanité commune au-delà des camps, des opinions et des fractures. Cette exigence-là, je crois qu'elle dit quelque chose de profond sur la neutralité suisse. Comme entrepreneur, je sais aussi que la confiance est une ressource rare. Elle se construit lentement, par la cohérence, par la parole tenue et la capacité à rester fiable dans les difficultés. Une réputation se bâtit sur une décennie ou sur des décennies, mais elle peut se perdre très vite. Il en va de même pour un pays. La neutralité suisse n'est pas un slogan, c'est un capital de confiance accumulé à travers le temps. Comme médecin, comme entrepreneur, mais surtout comme Genevois, je mesure chaque jour ce que représente la Genève internationale. Genève, ce n'est pas seulement une ville. C'est un lieu où l'on peut encore se parler lorsque le monde se déchire. C'est un lieu où l'on peut encore se parler
lorsque le monde se déchire. C'est un espace où la diplomatie, le droit humanitaire, les organisations internationales, les ONG, les missions diplomatiques, les acteurs religieux, académiques, économiques ou humanitaires peuvent se rencontrer. Cette fonction n'est pas acquise pour toujours, elle dépend de la crédibilité de la Suisse. Or, cette crédibilité repose sur une chose essentielle. Être perçu comme neutre par ceux qui ne parlent plus. La neutralité n'est pas l'indifférence, elle n'est pas la lâcheté, elle n'est pas le silence devant la souffrance. La neutralité est une discipline stratégique. Elle signifie que la Suisse refuse de devenir l'instrument d'une puissance contre une autre. Elle signifie que notre pays doit pouvoir condamner des violations du droit, rappeler les principes humanitaires, défendre les populations civiles, mais sans se transformer en un acteur aligné d'une confrontation internationale. C'est une nuance essentielle. Dans un monde de plus en plus polarisé, beaucoup veulent obliger les pays à choisir un camp. Mais la Suisse a une autre mission. Notre rôle n'est pas de parler plus fort que les autres. Notre rôle est de rester capable de parler à tous. La neutralité protège aussi notre sécurité. En renonçant aux alliances militaires, tant que notre territoire n'est pas directement menacé, en refusant d'entrer dans les logiques d'escalade, la Suisse réduit le risque d'être entraînée dans des conflits qui ne sont pas les siens. Dans une époque où les guerres deviennent hybrides, militaires, économiques, informationnelles et technologiques, cette prudence n'est pas dépassée. Elle est au contraire plus actuelle que jamais. La neutralité est également une garantie démocratique. Elle évite que les choix fondamentaux de politique étrangère soient modifiés au gré des pressions du moment, des émotions de l'actualité ou des alignements circonstanciels. Une neutralité claire protège les citoyens. Elle oblige les gouvernants à agir dans un cadre lisible, stable et conforme à la volonté populaire. Un peu neutre n'est plus neutre. Si la Suisse devient neutre seulement quand cela l'arrange, si elle parle de médiation tout en étant perçue comme alignée, alors elle perd progressivement ce qui faisait sa force, sa capacité à être acceptée comme un tiers de confiance. Et c'est Genève qui en paiera le prix. La Genève internationale n'est pas seulement une vitrine, elle est une responsabilité. Ici se trouvent des organisations internationales, des institutions humanitaires, des missions diplomatiques, des acteurs de paix et de dialogue. Ici vivent des traditions qui dépassent nos frontières. Le droit international humanitaire, l'esprit des conventions de Genève, la présence du CICR, la possibilité de la médiation. Si la Suisse affaiblit sa neutralité, elle affaiblit aussi Genève. C'est pourquoi notre comité souhaite porter un message simple. Protéger la neutralité suisse, c'est protéger Genève. Protéger Genève, c'est protéger une fonction unique dans le monde. Nous savons que la neutralité ne résout pas tout. Elle ne met pas fin à elle seule aux guerres. Elle ne supprime pas les tragédies. Elle ne dispense pas la Suisse d'avoir une politique étrangère exigeante, ni de défendre le droit, ni d'assumer ses responsabilités humanitaires. Mais elle donne à la Suisse un rôle propre. Dans le concert des nations, chacun joue sa partition. Certains États sont des puissances militaires, d'autres sont des puissances économiques, d'autres encore cherchent à étendre leur influence. La Suisse, elle, a une autre partition à jouer, celle du dialogue, de la médiation, du droit humanitaire et de la paix. Merci beaucoup, merci pour ces rappels historiques. J'aurais pu rajouter qu'aujourd'hui, 14 juillet 2026, a lieu le défilé sur les Champs-Élysées, où a été conviée une coalition des nations volontaires autour de Vladimir Zelensky, qui illustre parfaitement les dangers auxquels
M. Sommaruga a fait référence dans son discours très sage, merci pour ces sages paroles, le danger d'un conflit européen est là, il est présent, il ne faut pas se voiler la face. Peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vécu une situation aussi instable en Europe. Quelque part, pendant la guerre froide, la situation était beaucoup plus claire et beaucoup plus stable, avec des codes de fonctionnement, des accords, notamment dans le domaine nucléaire, qui fonctionnaient bien. Depuis la crise des missiles de Cuba, il y a eu tout un développement d'accords sur le désarmement, en tout cas la maîtrise des armements nucléaires. Et maintenant, il n'y a plus un de ces accords qui est en vigueur. Donc on vit dans une période de très grande instabilité internationale, nourrie par des conflits qui ne sont pas les nôtres. Je crois que c'est important de le répéter, de le répéter, de le répéter. La guerre en Ukraine, ce n'est pas notre guerre. La guerre à Gaza, ce n'est pas notre guerre. Alors évidemment, il faut condamner les crimes de guerre. J'ai souvent parlé de crimes d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais il ne faut pas dire que ce sont nos guerres. Et encore moins l'Iran. Alors, qu'on pourrait aussi désigner de guerre d'agression, évidemment, mais comme c'est les Américains, en général, on préfère dire que c'est une guerre de choix. Pourquoi ce vote est important? Il ne faut pas se leurrer. Si l'initiative est rejetée, a fortiori si elle est rejetée une large minorité, il y aura deux conséquences. À l'externe, cela sera perçu comme la Suisse abandonne sa neutralité. Le peuple suisse abandonne sa neutralité. Donc, ça aura un impact direct. À l'interne, ça va renforcer tous les milieux qui prônent déjà aujourd'hui l'abandon de la neutralité. Et ces milieux-là sont très puissants, surtout en Suisse alémanique, dans les médias, dans l'économie et puis dans l'administration. J'y reviendrai. Or, la neutralité est un facteur, un élément fondateur de notre identité collective comme Suisse. Un personnage très, très connu en Suisse alémanique me disait « Sans neutralité, il n'y a plus de Suisse ». Il ne faut peut-être pas oublier que la neutralité joue un rôle extrêmement important de cohésion, de facteur de cohésion nationale. Et rien ne permet d'exclure qu'à l'avenir, les tensions entre les différentes régions du pays pourraient revenir à l'avant. Et sans ce facteur important de cohésion, c'est la Suisse même, l'existence même de la Suisse qui peut être. Merci, Monsieur Ruch. D'ailleurs, nous avons Alexander Enilin, co-président du Parti suisse du travail, justement, qui est sorti de cette logique partisane. Il va nous l'expliquer. Effectivement, pourquoi le Parti suisse du travail a décidé à une très large majorité à son comité central de soutenir cette initiative? Eh bien, d'abord parce que la Suisse est officiellement neutre, encore jusqu'à ce jour, ce qu'elle l'est en pratique, en réalité de moins en moins. Et depuis des années, il y a une politique, une dérive très constante et très grave du Conseil fédéral, en grande partie de l'administration fédérale, de certaines élites politiques et intellectuelles, où on fait une interprétation de plus en plus flexible de la neutralité. Alors les opposants disent oui, il ne faut pas graver une définition trop figée dans le marbre de la Constitution de la neutralité pour que le Conseil fédéral ait une marge de manœuvre. Le problème, c'est que la marge de manœuvre du Conseil fédéral, c'est vider la neutralité de son sens. Et, disons, la politique étrangère de la Confédération, il faut dire, c'est un alignement unilatéral sur les États-Unis principalement, sur l'Union européenne, sur l'OTAN, sur Israël, disons alors, effectivement, on a repris ces sanctions unilatérales de l'Union européenne contre la Fédération de Russie du jour au lendemain. Évidemment, il ne s'agit pas, pour le Parti suisse du travail, du tout de justifier l'invasion russe, on l'a fermement condamnée. Mais enfin, on reprend ces sanctions unilatérales du jour au lendemain. Et par contre, quand c'est que des sanctions ont été prises contre les États-Unis, à quel moment, en plein génocide, on continue une coopération à tous les niveaux, disons, avec Israël. Le ministre des Affaires étrangères, c'est l'ancien président de l'association Suisse-Israël, je veux le dire. Et Elbit,
l'entreprise Elbit, qui est une entreprise d'armement opère en Suisse. On a une sorte de collaboration qui profite au complexe militaro-industriel israélien. On exporte des biens à double usage. Qu'ils ont le droit de neutralité devrait l'interdire. Et pourtant on le fait. Disons la Confédération, au lieu de garder une neutralité, on s'empresse d'interdire le Hamas comme organisation terroriste. Pas du tout faire l'apologie du Hamas, mais disons cela, cette prise de parti en plein génocide. Alors, au début de cette conférence de presse, j'ai rappelé quelques éléments historiques. Permettez-moi d'en développer un autre. La neutralité n'est pas uniquement utile à l'égard de l'extérieur, comme mes préopinants l'ont souligné, mais également pour l'intérieur, pour notre cohésion nationale. Nous remarquons depuis quelques années que les débats sont de plus en plus polarisés, que nos concitoyens s'écharpent sur des questions de politique internationale. Or, il est important de permettre à notre gouvernement aujourd'hui, comme par le passé, de préserver notre unité en garantissant une neutralité officielle qui permet à chacun d'exprimer son avis, parce qu'on a le droit, mais sans que cela n'engage l'avenir du pays. En ce moment, la Coupe du Monde mobilise les passions, et c'est très bien, on choisit un maillot, on soutient une équipe, c'est exactement à ça que sert le sport. Regardez les balcons genevois, on y voit flotter les couleurs de l'Espagne, du Portugal, ou encore de l'Algérie, souvent aux côtés du drapeau suisse. La Suisse est comme ça, elle est multiculturelle, depuis toujours, et c'est une richesse. Mais la géopolitique, ce n'est pas du football. Les Grecs l'avaient compris dès le 9e siècle avant notre ère, en instituant la trêve olympique, précisément pour cantonner les rivalités sur le terrain de sport, suspendre les conflits réels le temps des Jeux. Le sport fait office d'ersatz du conflit, sublime l'affrontement sans victime ni dommage. Choisir un camp dans un conflit armé n'a pas du tout les mêmes conséquences. Les victimes et les dommages sont réels, et la Suisse peut se permettre comme ça d'avoir des balcons colorés, à condition de garder sa politique étrangère, non pas en noir et blanc, nous y viendrons dans un instant, mais en rouge et blanc, couleur de son drapeau et symbole de neutralité à travers le monde. Drapeau, d'ailleurs, adopté suite à une proposition de Guillaume-Henri Dufour. Encore lui. C'est également à Dufour que l'on doit l'inversion des couleurs, Croix-Rouge sur fond blanc, pour symboliser la Croix-Rouge internationale. Le même homme a donc donné à la Suisse son drapeau et à l'humanitaire son emblème. Malgré ces quelques éléments historiques, je ne suis pas historienne ni diplomate, je suis journaliste et je vois certains de mes confrères entrer en campagne pour le non avant que la partie n'ait commencé. Alors j'essaye de comprendre, qu'est-ce que notre neutralité a de si insupportable pour qu'on tire à boulet rouge sur cette initiative? Puis-je agiter mon drapeau blanc pour signaler qu'elle est déjà blessée? Les conventions de Genève, signées ici dans cette ville, posent un principe simple. On n'abat pas un homme hors de combat. Notre neutralité saigne. On a mis des coups de canif dans son intégrité. Et on continue, coup après coup, de lui demander de choisir son camp. L'Union européenne regarde ça d'un bon œil. On reprend ses sanctions, on s'aligne. C'est exactement la soumission attendue des irréductibles Helvètes. Soit. Mais nous sommes-nous demandé ce qui est perçu un peu plus loin, hors de nos frontières? Est-ce que l'Afrique considère toujours que la Suisse est neutre? Est-ce que le Moyen-Orient aurait encore assez confiance en nos bons offices pour nous confier ces négociations de paix? La Russie, non, hein, mais on s'en préoccupe peu. C'est le grand méchant du film. Et on ne l'a même pas invité au Bürgerstock en juin 2024 pour discuter de son propre conflit. Nous avons pris l'habitude de placer les belligérants comme des pièces sur un échiquier en noir et blanc. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Une logique binaire rassurante, mais un peu enfantine, franchement. La géopolitique est infiniment plus complexe. Nous n'avons peut-être pas toujours la disponibilité mentale de décortiquer des décennies d'histoire pour comprendre les dynamiques qui mènent à un conflit. Mais nous avons en tout cas passé l'âge des explications simplistes. Et la médiation, par définition, n'est pas réservée aux gentils. La Suisse a l'occasion d'ancrer sa neutralité, de la raviver aux yeux du monde, et ainsi d'être à nouveau le lieu où se signent les prochains traités de paix. Revenir dans ce rôle noble dont elle n'a pas à rougir.
Genève, ville de l'ONU, du CICR, de l'humanitaire international, a une place irremplaçable dans le monde. La seule condition à cette place, c'est sa neutralité. Voulons-nous vraiment la perdre ? Et c'est ainsi que nous achevons cette conférence de presse. Je vais encore vous dire que nous avons des stylos qui vous attendent à la sortie sur cette table pour que nos prochains accords de paix ou pour que les prochains accords de paix puissent encore se signer à Genève. Oui à la neutralité. Voilà, servez-vous, il y en a plein. Et pour ceux qui regarderont cette conférence de presse par la suite sur YouTube, sachez que nous allons les distribuer un peu partout dans Genève. Il y aura pas mal d'actions qui vont être menées et vous pourrez les retrouver sur notre site internet www.cogine.ch qui vous permettra d'être renseigné sur l'actualité de notre comité, sur les soirées que nous allons organiser, des débats, des soirées plus festives. Il y aura beaucoup de choses à suivre. Et encore bravo à notre président, Dr Samuel Sommaruga, pour l'initiative de lancer un tel comité à Genève. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous avez organisé une conférence de presse en lançant un mouvement Cogine. Qu'est-ce que cela signifie pour les téléspectateurs d'Antenne A et puis de l'Afrique qui vont certainement vous regarder? Merci d'ailleurs de nous donner la parole en Afrique. Nous sommes très heureux que le sujet de la neutralité suisse dépasse les frontières du pays. Et le Cogine, c'est le comité genevois pour la Genève internationale et sa neutralité. C'est donc un comité qui s'est lancé pour soutenir l'initiative pour la neutralité, puisque les Suisses seront appelés à voter le 27 septembre 2026 pour ancrer la neutralité dans notre pays. Mais qu'est-ce que signifie réellement la neutralité suisse pour les téléspectateurs qui nous suivent? C'est quoi la neutralité? Parce qu'on a toujours parlé de la neutralité de la Suisse, mais c'est quoi? Ça consiste à quoi la neutralité? Alors moi je vais l'expliquer de manière très simple, mais après vous pouvez poser la question aussi aux autres intervenants aujourd'hui qui ont probablement une explication plus pointue, surtout l'ancien ambassadeur qui connaît le sujet par cœur. Mais la neutralité, tout simplement, c'est en fait que la Suisse ne prend pas part au conflit. Elle reste à l'extérieur et elle peut permettre ainsi la discussion, rétablir le dialogue, permettre la médiation entre les deux pays qui sont en désaccord, qui vont ainsi enfin réussir à se parler et peut-être trouver la paix. C'est ça que permettait la Suisse, offrir ses bons offices pour discuter de la paix. Mais pour parler de la neutralité, pour être neutre, elle doit aussi ne pas vendre les armes, mais aussi à d'autres pays. Donc quand vous êtes neutre, vous ne pouvez pas vendre des armes, vous ne pouvez pas non plus aussi à chercher à avoir des armes qui sont qui doivent détruire plutôt les populations. Vous avez bien raison. C'est un peu paradoxal ce que vous dites. Vous avez bien raison, ça devrait être comme ça dans un monde idéal et parfaitement cohérent. Maintenant, oui, il y a des incohérences parfois. L'ancien ambassadeur Jean-Daniel Ruch saura très bien vous l'expliquer. Il y a peut-être une forme d'hypocrisie parfois et c'est regrettable. Mais là, on est en dehors de tout ça. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est vraiment de défendre une neutralité qui permet à la Suisse d'accueillir encore les accords de paix, qu'ils puissent se signer ici à Genève comme on l'a connu par le passé et on aimerait que Genève continue à occuper cette place importante dans le monde. Et vous pensez que la Suisse elle a perdu cette neutralité? Vous pensez? Je pense que pour le monde entier qui nous observe de l'extérieur, oui, son image de neutralité a été abîmée, oui, ternie. Et que nous, en votant là-dessus, on pourrait permettre de réaffirmer cette neutralité. Mais aux yeux du peuple suisse, nous, on se sent toujours neutre et c'est pour ça qu'on la défend. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs d'Antenne 1? Aujourd'hui, on ne parle pas du wokisme ici, on parle d'autre chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils sont déjà habitués, ils vous voient chaque fois. Oui. Donc, elle est la vice-présidente de ces mouvements qui viennent de naître ici à Genève. Qu'est-ce que vous pouvez
lancer comme message, surtout à tous les Africains, en particulier les Congolais qui vous aiment tant? Ce que j'ai envie de dire aux Congolais et à tous les Africains qui nous regardent, c'est que pour moi, c'est très important qu'on puisse rester neutre pour aider peut-être les pays qui en auraient besoin à retrouver la paix et le dialogue. Je pense que la Suisse peut encore jouer ce rôle et c'est pour ça que c'est tellement important parce que je sais qu'en Afrique, il se mène des guerres où on n'a pas toujours joué le rôle qu'on devrait être beaucoup plus engagé et que c'est en affirmant notre neutralité qu'on pourra le faire et que les pays africains, vraiment, je les invite à suivre avec attention ce qui va se passer en Suisse ces prochains mois et j'espère vraiment pouvoir ensuite accueillir les pays qui en auront le besoin, les politiciens, les dirigeants qui nous regarderaient, qui auraient besoin des bons offices de la Suisse et j'espère qu'on pourra avoir un rapport de confiance. Qu'on ne puisse pas tomber dans la piège où l'initiative Pas de Suisse à 10 millions qui a été boycottée par la population, qu'on tombe encore dans le même boycott. Hein. Ah non, il ne faudrait pas. Mais c'est vrai qu'il y a certains médias qui ont prétendu que c'était une initiative UDC, alors que ce n'est pas le cas, c'est une initiative de Pro-Suisse. Et Pro-Suisse, ce n'est pas un parti politique, c'est une association qui défend les intérêts de la Suisse. Et oui, pas de Suisse à 10 millions, les gens ont dit, c'est l'UDC, donc il faut rejeter. Et là, ils essayent de faire la même chose en disant, c'est l'UDC, alors il faut rejeter la neutralité. Non, là, c'est Pro-Suisse et c'est transpartisan, c'est ce qu'on a montré aujourd'hui dans cette conférence de presse, c'est qu'on a la gauche et la droite qui peuvent être réunis, des gens qui ne sont pas politisés, qui peuvent aussi se mobiliser autour de ce sujet. On voit que depuis plusieurs années, la neutralité suisse a été abîmée par des décisions politiques malheureuses. On voit qu'on définit maintenant la neutralité comme quelque chose de flexible, ce qui finalement est un euphémisme pour parler d'un alignement sur des blocs militaires ou des blocs d'influence. Nous, ce que nous revendiquons, c'est une neutralité de service, une neutralité qui est au service de la paix, une neutralité qui est au service de la médiation et on pense que la présence aussi de la Genève internationale pour la construction de la paix est nécessaire et dépendante d'une neutralité bien définie. Alors, c'est-à-dire, si vous avez pris cette initiative, vous avez senti les besoins et vous avez senti que si vous ne prenez pas le devant, la Suisse va s'écrouler, donc son image sera encore de plus en plus ternie à l'échelle internationale, c'est ça? Effectivement, comme vous le savez, en Suisse, on a la chance d'avoir le pouvoir qui est au peuple à travers l'initiative. Le peuple, à travers l'initiative, les capacités de faire l'initiative, et on a vu avec le temps se dégrader l'image de la Suisse à l'étranger. On a vu des prises de position qui n'ont pas été faites, notamment sur les exactions qui sont commises au Congo. Et c'est vrai que c'est une correction nécessaire qui est voulue par le peuple suisse, sur laquelle on va voter. Et quand il y aura une victoire de l'initiative pour le oui à l'initiative pour le oui de la neutralité dans la Constitution, on aura alors la possibilité de rappeler au monde la place de la Suisse et de rappeler à nos dirigeants la place de la neutralité. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Vous pensez que cette initiative, vous allez continuer à battre campagne pour que ça puisse être accepté, qu'on ne tombe plus dans le piège de l'initiative non à la Suisse à 10 millions qui a été boycottée? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vont vous suivre, surtout les Africains et puis les Congolais en particulier, qui ont perdu confiance à la Suisse, comme quoi la Suisse, oui, quand ça brûle chez nous, elle ne vient pas à notre secours, elle dit je reste neutre. Quand ça brûle chez son voisin, elle va vite. Donc deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que tous les Congolais actuellement ils disent ils font plus confiance à la Suisse, à la neutralité de la Suisse. Moi j'invite les Congolais vraiment à se rendre compte qu'il existe des citoyens suisses en grand nombre qui veulent défendre une Suisse neutre, une Suisse dans sa tradition humanitaire et une Suisse en fait qui construit la paix. Comme je l'ai expliqué, on vient de commencer la campagne, on va continuer à faire campagne et le but de cette campagne c'est vraiment de restaurer l'image de la Suisse et de protéger la Suisse des influences étrangères avec un texte qui est clair et qui permet en fait à la Suisse d'avoir une neutralité qui lui permet, dans la Constitution, qui lui permet
de rester fidèle à ses engagements passés, qui sont la défense du droit humanitaire, la défense des plus faibles. Moi, j'aime bien l'image de dire que la Suisse doit être le médecin de l'humanité et pas le laquais des puissants. Spectateurs de la chaîne de référence Antenne A, et nous continuons nos interviews. Donc là, nous allons interviewer Jean-Daniel Ruch. Il est déjà enseignant, il est professeur et en même temps aussi il fut ambassadeur en Monténégro, en Serbie et puis en Israël. Alors, Et en Turquie. Et en Turquie un aussi. Pays important pour l'Afrique. Un pays très important même. Alors, aujourd'hui, nous vous retrouverons ici à cette conférence de presse dont on parle de la neutralité de la Suisse. Donc actuellement, je peux dire comme ça, en Afrique, les gens ne croient plus à cette neutralité de la Suisse. Alors, quelles sont les motivations de cette organisation? Qu'est-ce qui a motivé pour que cette organisation puisse être née aujourd'hui? Vous avez votre micro. Oui. Écoutez, je crois que la raison, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Suisses qui se font du souci pour l'avenir de la neutralité suisse. Et donc, après la reprise par la Suisse de sanctions contre la Russie, vous avez un groupe de citoyens suisses qui a fait ce qu'on peut faire en Suisse, parce que notre constitution le permet, c'est qu'elle a dit ça va pas, il faut changer la constitution pour mieux ancrer la neutralité suisse dans la constitution suisse, pour la rendre de nouveau crédible et convaincante, avec un article de la constitution qui aille assez loin, qui soit très clair et très précis. Et dans le système suisse, il suffit de récolter 100 000 signatures autour d'un texte comme ça pour obliger le Conseil fédéral, donc notre gouvernement, à soumettre le texte au vote. Et le vote aura lieu en septembre. Et ceci explique pourquoi aujourd'hui on a fourni ce comité, parce qu'on a un groupe de citoyens qui sont parfaitement conscients des dérives, des glissements, des risques qui pèsent sur notre neutralité et encore plus sur sa perception dans le monde. Et c'est pour ça que nous avons formé ce comité pour inciter les Suisses à voter oui le 27 septembre. Mais pour celles-là qui ne croient plus, je prends l'exemple peut-être de mon pays, la RDC, la population qui ne croit plus, parce qu'il y a eu quand même une politique de deux poids deux mesures dont je venais de vous relater tout à l'heure là, où l'invention RIS qui avait directement suscité l'engouement et puis les condamnations auprès de la Confédération. Mais 40 ans durant où la population congolaise est en train de pleurer, les mamans violentées, les enfants qui sont violés, c'est horrible. Si vous voyez ça, donc vous ne pouvez pas vous rendre compte, même un seul jour. Mais la Suisse est restée très calme, elle dit absolument rien du tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à travers ces mouvements, toute cette population congolaise qui vont vous suivre, particulièrement celle de l'Est qui souffre actuellement? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens en Suisse qui suivent de très très près ce qui se passe à l'est du Congo. À l'occurrence vous-même. J'écris aussi dans deux publications chaque semaine une colonne, et ça m'est arrivé d'écrire sur la situation au Congo. Il y a un aspect qui me choque particulièrement, c'est comment cette guerre est utilisée pour accaparer des ressources minières, y compris de l'or, mais aussi des terres rares. Et moi, j'ai demandé à ce que la Suisse fasse plus pour vérifier que l'or que nous importons des Émirats arabes unis ne proviennent pas de ces régions en guerre. Après les Blood Diamonds, les diamants de la guerre, est-ce qu'on a affaire au Blood Gold, à l'or de la guerre? Donc il y a des mouvements dans la société civile qui se battent, et je crois aussi au Parlement, il y a des gens qui sont de plus en plus conscients de cette situation et de ce risque. Maintenant, vous savez, on vit dans un monde hyper connecté, mais où chacun a tendance à vivre dans sa bulle. Et puis, si vous allez sur les réseaux sociaux ici, que ça soit Twitter, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, LinkedIn, TikTok, ou même les médias officiels. Alors la guerre à Gaza ou la guerre en Ukraine, on peut la suivre en direct tous les jours, sur tous les sites. Malheureusement, la guerre au Congo, comme la guerre au Soudan, elle est beaucoup moins médiatisée. Donc c'est aussi un problème
problème d'intérêt médiatique, et puis c'est peut-être aussi que vous, Congolais, vous, Africains, vous pouvez essayer de faire plus pour attirer notre attention sur ce qui se passe là-bas. Mais c'est ce que je suis en train de faire tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais, c'est ce que Merci. je fais. Alors, peut-être un dernier message à tous les Congolais, parce qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vous n'avez pas assez de temps. Peut-être on pourra chercher à faire toute une émission sur ça, avec vous ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui vont vous suivre actuellement? Moi, j'aimerais dire une chose à tous les Congolais. J'enseigne depuis plusieurs années à des étudiants d'un peu toute l'Afrique subsaharienne et le plus récemment au Sénégal, justement. Et je n'ai aucun doute. L'Afrique est l'avenir du monde. Alors soyez fiers de votre continent et préparez-vous un jour à assumer la responsabilité de l'avenir du monde. Ça, c'est trop fort. Hein. Nous aussi, de voir une personnalité qui est aussi présente, Madame Charlotte Fossati. Elle est assistante sociale, elle est écrivain, elle a plusieurs casquettes. Elle, là, aujourd'hui, elle va aussi nous dire qu'est-ce qui l'a amené à cette conférence de presse, au lancement de cette organisation COJIN. Madame Charlotte Fossati, bonjour. Bonjour, monsieur William. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à cette conférence? D'abord, comment avez-vous trouvé cette idée, le lancement officiel de cette organisation dénommée COJIN? Disons, c'est la composition du groupe qui m'a plu, étant donné qu'il y avait tous les partis politiques. Comme vous savez, moi je suis un peu de partout. Je n'ai pas de parti politique. Le fait qu'ils aient pris la peine d'accepter les personnes venant de tous bords, c'est cette idée-là qui m'a plu. Comme vous savez, la Suisse a toujours été impartiale par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et que ces derniers temps, on doute de son impartialité. Et aussi, mon métier d'assistante sociale fait que moi, je me dois de m'occuper des personnes sans me soucier de leur bord politique ni de leur confession. Donc, l'idée de l'impartialité, c'est ça qui m'a le plus plu. Voilà, merci. Et voilà, l'idée que, parce que COJIN, ils se sont focalisés sur la neutralité de la Suisse. Est-ce que vous pensez aussi le même penser avec eux qu'aujourd'hui la Suisse n'est plus neutre comme les gens l'ont toujours dit? Je pense que la Suisse peut retrouver sa souveraineté et son image de pays neutre. C'est possible. C'est vrai qu'il y a eu une mauvaise passe et le comité en question est en train de réajuster les choses. Et surtout, il y a une dame en tête, hein, Léna Rey, qui est la vice-présidente. Hein. Oui, Madame Léna Rey, dont je félicite l'implication. C'est la coprésidente de COJIN. Félicitations à elle d'avoir été l'instigatrice de ce mouvement. Et je suis d'accord avec elle que la Suisse doit retrouver sa neutralité légendaire. Voilà, peut-être un message pour tous ceux qui vont te suivre sur la chaîne de référence Antenne A et sur nos canaux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, surtout nos frères africains qui pensent qui commencent à remettre en cause la neutralité de la Suisse. Et aujourd'hui, vous avez participé à cette conférence de presse, vous avez palpé du doigt qu'il y a les Suisses eux-mêmes aussi, ça les agace. Ils disent que la Suisse elle doit rester toujours neutre. Et d'ailleurs, il y a même les votations qui auront lié le 27 mars et le 27 septembre de cette année pour qu'on puisse insérer une loi dans la Constitution que la Suisse elle doit et demeurer toujours neutre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La Suisse a toujours été neutre. Il ne faut pas se baser sur ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est pour ça que ces personnes se sont mobilisées pour retrouver encore cette souveraineté légendaire. Donc, je vous appelle à la reconsidération de ce que vous avez imaginé que la Suisse avait perdu sa neutralité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les choses se remettent en place. Et puis, qu'est-ce que je vous dis? Je vous remercie d'avoir lu mes ouvrages. On n'est pas là pour ça, on en parlera une autre fois. Merci de suivre de plus près
ce comité qui s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la neutralité. Moi, votre humble serviteur, William Tshisekedi, je vous retrouve prochainement et puis continuez à nous faire confiance avec mon équipe et à très bientôt. Ciao.